Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cet espace de débat sur la colonisation française en Algérie qu'organise Canal Algérie. Nous sommes et nous étions une nation de bâtisseurs. Nous sommes les dignes héritiers de l'émir Abdelkader, le fondateur de l'État moderne algérien. Contrairement à ce que proférait le colonisateur français en qualifiant notre nation de terra nullius. Les Français n'ont-ils pas vu donc nos villes, nos mosquées, nos hôpitaux, nos écoles, nos universités, nos bibliothèques? Nous étions les précurseurs du droit humanitaire international bien avant la 3e Convention de Genève de 1929. La France coloniale ne s'est pas contentée de falsifier l'histoire et de massacrer les populations. Pire encore, elle voulait nous dépersonnaliser pour effacer notre identité à travers le pillage de vestiges qui témoignent d'une grande civilisation et d'une nation forte qui s'appelle l'Algérie. Ce soir, nous allons aborder ou ouvrir le débat sur la restitution du canon de Baba Merzoug et des crânes des résistants. Bienvenue à vous dans votre émission Le Déshonneur. Alors dans cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Fatem Zahra Ben Brahim. Vous êtes avocate et vous êtes également ce soir, vous portez la casquette de Madame la Présidente du Comité National de la Restitution du canon Baba Merzoug et des crânes des résistants. Bienvenue à vous et merci d'être disponible encore une fois pour bien sûr nous faire des éclairages très intéressants en ce qui concerne l'histoire et la mémoire de notre pays. Merci beaucoup pour cet espace très intéressant. Merci beaucoup. En face de vous, le réalisateur Ali Fatah Ayadi. Vous avez consacré plus de 40 années de votre vie dans la recherche et dans les documentaires que vous avez réalisés pour la télévision algérienne. Plus de 153 documentaire. Nous allons parler bien sûr sur la nécessité de la transmission de l'histoire et surtout de capter les témoignages tant précieux pour la suite, bien évidemment, de l'histoire de notre pays, mais celle aussi du monde. Madame Ben Brahim Fatem Zahra, vous êtes accompagnée ce soir par votre porte-parole, le porte-parole du comité national, bien sûr, pour la restitution du canon Baba Merzoug et bien sûr la restitution des crânes des résistants. Bienvenue à vous, monsieur Smaïl Boulbina. Vous aussi, vous êtes un passionné d'histoire et vous êtes l'un des défenseurs de la culture et de l'identité algérienne. Madame, messieurs, et vous, chers téléspectateurs, pour aborder la thématique de cette semaine, nous allons bien sûr parler d'une autre page sombre de l'histoire de la colonisation française en Algérie. Il s'agit bien évidemment de la spoliation des biens et des richesses algériennes et sur la nécessité et l'importance d'en parler et de retrouver finalement ces vestiges, ces marqueurs de notre histoire, de notre identité, de notre personnalité, de notre culture. L'historien Pascal Blanchard, l'historien français qui bien évidemment est spécialiste dans la colonisation française, dénonce la gravité de l'amnésie qui a touché la société française. Pascal Blanchard ici même déclare une urgence sur la nécessité aussi de décoloniser l'histoire. Il le dit, il faut décoloniser l'histoire. On va l'écouter ensemble et on va débriefer sur les propos parce que c'est très important aussi ce soir de parler de la nécessité d'un travail commun d'historiens pour arriver à avancer ensemble. On regarde. Regarder le passé colonial, c'est pas simplement dire que nous avons colonisé. C'est d'expliquer ce que la colonisation a produit, a fabriqué. Elle n'a pas que fabriqué de la légitimité des puissances coloniales d'occuper des terres. Elle a totalement déstructuré les individus. Elle a brisé des humanités. Elle a fabriqué un métissage monde violenté. Elle a construit un monde en fait dont nous sommes encore les enfants. Et nous sommes à peine en train de commencer à comprendre de ce pulse incroyable, d'une domination mondiale, d'une recomposition des échanges nord-sud, d'une manière de repenser le monde et l'individu, d'une manière liée à la domination absolue, que nous sommes en fin de compte les enfants de quelque chose qui était d'une violence terrible dont nous percevons à peine les effets dans le présent, car nous commençons à décoloniser notre histoire. Alors on peut penser qu'en tournant simplement la page, tout ça va s'oublier. En même temps, nous savons que l'histoire ne s'oublie pas. L'histoire laisse des traces.
Et notre mission à nous, de cette génération actuelle, je pense, c'est d'aller aborder ces questions que nos aînés n'ont pas voulu aborder, pour arriver justement ensemble à les dépasser. Sinon, nous allons rester dans des frustrations, des nostalgies, des rancœurs, des violences identitaires, et nous serons incapables d'écrire une histoire commune, et donc d'élaborer ensemble une mémoire universelle. C'est pour moi essentiel aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai raison. Je posture qu'il faut prendre ce cheminement-là pour arriver à dépasser justement les frustrations identitaires du temps. Alors, Monsieur Ali Fettah Ayadi, vous avez entendu les propos de l'historien Pascal Blanchard qui fait un énorme travail sur justement la communication, la transmission et la vulgarisation de ce qui s'est passé réellement en Algérie durant ces 132 ans d'occupation française, et il essaie bien évidemment d'avoir son combat, c'est-à-dire de sensibiliser notamment la société française à reconnaître les crimes coloniaux et les méfaits de la colonisation. Et puis, comme vous le savez, l'histoire est très très importante. Elle nous permet justement de comprendre les événements du passé, mais aussi d'avoir une projection sur l'avenir. Vous qui avez consacré encore une fois pratiquement 41 ans à chercher dans l'histoire, à travailler sur le mouvement national, mais également sur l'émir Abdelkader, sur ses vestiges. Quel est le regard que vous portez justement sur votre travail et sur la nécessité, encore une fois, de dire la vérité? Moi, je considère cela comme un devoir de mémoire, d'abord. Parce que je viens d'une ville martyre qui est Sétif, cette ville martyre du 8 mai 45, oui. Et puis après, donc du déclenchement de la guerre de libération, oui. D'une part. D'autre part, pour réagir par rapport à ce que disait Pascal Blanchard, ce qui est malheureux, c'est qu'ils ne sont pas nombreux à dire cela. Nous avons assisté dernièrement à la déclaration où le passage d'Apatie à RTL, disons des vérités. Il n'y a que quelques historiens. La société française ne connaît pas la véritable histoire de la colonisation française en Algérie. Nous la connaissons. Nous savons, parce que nous l'avons vécu dans notre chair. Je parle de l'Algérie, bien sûr. Et tout ce qui a été fait par la France coloniale, d'abord, il faut le dire que c'est exceptionnel, parce que la colonisation de l'Algérie, c'est un exemple. Le deuxième exemple, c'est le Vietnam. Pourquoi? Parce qu'on a voulu faire de l'Algérie une colonie de peuplement. C'est très important. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Et cela nous amène à quoi? Nous amène au pillage. Au pillage, pas simplement les razzias. Les razzias, c'était tout brûlé, etc. Et bien sûr, on sait ce qu'a dit Bugeaud, ce qu'a dit tous les généraux qui ont colonisé ce pays. Ils ont tué femmes, enfants, vieillards, etc. Et donc, ça nous ramène à cela. Mais le plus important, à mon avis, ça n'est pas simplement d'avoir tué, massacré, mais c'est aussi cette déculturation. Ils ont travaillé à la déculturation de notre pays. C'est important, mais vous dites que c'est plus grave peut-être, hein, parce que c'est très important aussi d'enregistrer ces crimes coloniaux très très graves, que l'exceptionnalité, je prends vos termes, l'exceptionnalité de la colonisation française, c'est marqué par cette violence inouïe, et aussi c'est une colonisation effectivement de peuplement, de remplacement, d'extermination et encore de dépersonnalisation de l'identité algérienne. Je me retourne vers vous, maître Fatem Zahra Benbrahim. Justement, vous voulez réagir sur Pascal Blanchard, vous qui avez bien sûr travaillé sur beaucoup de sujets concernant l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, il y a une nécessité de travailler sur la mémoire. Cette mémoire qui doit retrouver toute sa place dans le débat sociétal ici, à l'étranger et surtout en France, parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que des étudiants, des écoliers, des universitaires n'ont pas du tout eu accès à la véritable histoire, et que le rôle peut-être de ces historiens, de ces documentaristes, de ces avocats, de ces associations, des comités comme ça, est aujourd'hui quelque chose de très très important pour nous permettre surtout d'asseoir une base nouvelle qui va nous permettre d'avancer avec cette population. C'est-à-dire il faut leur parler, il faudrait que les deux peuples avancent ensemble.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec votre idée, mais je suis également tout à fait d'accord avec notre ami Blanchard parce qu'il a écrit, il a beaucoup écrit. Et nous n'avons pas eu la chance de nous retrouver donc soit sur un plateau de télévision, soit dans une conférence, mais j'ai beaucoup lu ce qu'il a écrit et je suis tout à fait d'accord avec lui parce que lorsqu'on veut construire une histoire sereine, il faut aller vers les faits véridiques même s'ils font mal. Il faut savoir dépasser la haine, le mensonge, l'hypocrisie, le vol pour aller vers une écriture de l'histoire avec des plumes saines. Et lui fait partie de ces gens que j'appelle les plumes saines. Il y en a beaucoup, ils sont assez nombreux. Certains sont passés avec nous donc, dans les émissions, ce sont nos amis. Nous avons travaillé énormément avec eux parce que la vérité, pour l'écriture d'une histoire commune, doit être partagée. Nous n'avons pas l'avantage par rapport à eux. Eux ont l'avantage, c'est l'avantage des archives. Nous ne les avons pas. Mais nous avons l'avantage qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire l'avantage du vécu, comme le disait M. Ayadi, tout ce qu'ont souffert nos parents et nos arrière-parents. Donc aujourd'hui, il est temps de mettre de côté tous ces mensonges qui ont maquillé l'histoire de l'Algérie française ou de l'Algérie ou de la France algérienne, n'est-ce pas, puisque leur présence est une présence algérienne, d'aller vers les points les plus importants et de discuter avec une tête froide et un cœur sain. Il est grand temps d'arriver à cette étape. Heureusement, moi j'ai commencé depuis très longtemps à travailler avec mes collègues. Eux sont historiens, moi je suis avocate, mais vous savez que l'histoire, en fait, c'est une série de lois. Donc aujourd'hui, moi je suis d'accord avec Blanchard. Il faut qu'on s'entraide. Il faut que ceux qui savent apprennent des choses à ceux qui ne savent pas. Et je vous remercie pour avoir dit que le peuple français ne connaissait pas cette histoire. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'il commence à découvrir. Et même dans ce que j'appelle moi la guerre coloniale et que moi j'appelle pour l'Algérie la révolution algérienne, ce n'est que ces dernières années où les enfants ou petits-enfants posent la question à leurs parents, papa, qu'as-tu fait en Algérie? Grand-père, qu'as-tu fait en Algérie? Et c'est ni papa ni grand-père qui ont pu leur répondre. C'est peut-être nous du côté de cette rive méditerranéenne et les chercheurs du côté de l'autre rive méditerranéenne. Bien sûr, j'aimerais écouter, entendre M. Boulbina sur ce premier point qu'on a voulu aborder au début de cette émission, sur la nécessité, parce que je sais que vous êtes quelqu'un d'engagé dans le domaine de l'histoire. Vous avez consacré beaucoup de temps à faire des recherches, notamment sur le canon de Baba Merzoug, ce canon qui en réalité est un symbole d'une existence, d'une vie, d'une industrie, d'une excellence algérienne, d'une fonderie reconnue à travers le monde. Et qu'est-ce que vous pouvez justement nous dire sur la nécessité de la transmission et quel est votre regard justement sur l'enseignement de l'histoire? Alors, le problème qui se pose, c'est que du côté français, il y a eu un blackout total d'avant l'indépendance et ensuite pendant les 63 ans d'indépendance. Il y a eu quelques chercheurs, comme le dit si bien Ayadi et Maître Benbrahim. Il y a eu des chercheurs volontaires comme Blanchard, comme d'autres, tout ça et tout, qui ont essayé de faire quelque chose. Mais c'est vraiment rien du tout à côté c'est un domaine qui est très vaste. Zid, là, je voudrais apporter un point, Bark. Alors tout d'abord, je ne suis pas historien. Je ne suis pas historien, je suis médecin, je suis aussi ancien journaliste. J'avais travaillé sur le Moujad, sur Algérie Actualité à l'époque et tout ça. Et je suis un chercheur qui navigue dans l'histoire. C'est-à-dire, lorsqu'un sujet m'intéresse, je m'y mets à fond. Et je passe des années à essayer de découvrir la vérité historique, comme le dit si bien notre présidente, Maître Benbrahim.
qu'il y a une chose qui est importante, c'est que cette colonisation de peuplement a été aussi, et on ne le dit pas assez, a été une colonisation de peuplement chrétien. Ça, il faut mettre le point sur ça, et on le dit pratiquement jamais. C'est-à-dire que ceux qui sont venus, qui ont été amenés par la France à coloniser notre pays, ça a été des Français bien sûr, mais d'autres Européens, des Espagnols, des Maltais, des Italiens, des Suisses, des Allemands. Et le seul critère, c'est être chrétien. Et ça, c'est un point important. Et ça a été une colonisation désastreuse parce qu'elle a touché pas uniquement la personnalité algérienne, mais les biens qui ont été spoliés, le patrimoine. Et le patrimoine, c'est, en fait, nous, on va parler de quelques éléments du patrimoine. Mais en fait, c'est des dizaines de milliers. Oui. L'inventaire n'a pas été encore fait. Oui. Monsieur Ali Fatah Ayadi, bien sûr, avant de parler du canon Baba Merzoug, vous, durant votre carrière, vous avez immortalisé des témoignages précieux. Parce qu'on sait très très bien que celles et ceux qui ont connu cette période commencent à être rares, c'est-à-dire il y a l'effet du temps, il y a beaucoup d'historiens, beaucoup de témoins de l'époque, je pense notamment à la séquence du 8 mai 45, où vous avez, je crois, interviewé et fait témoigner des centaines de personnes qui ont parlé de ce fait marquant, dramatique, qui a été une tournure dans l'histoire de notre pays. Mais vous me parlez aussi d'autre chose. Vous me dites que les objets parlent aussi. Vous avez évoqué tout à l'heure, avant d'entamer cette émission, des étendards justement de la résistance algérienne lors de la prise de la ville de La Rouate en 1852, pour être dans la précision le 4 décembre. On a parlé de la clé de La Rouate, mais on a parlé aussi des étendards qui étaient portés par les résistants algériens. Et vous me dites quelque chose d'intéressant, M. Ali Fatah Ayadi, vous me dites ces objets-là ont une valeur symbolique pour notre pays. Parce que la France, jusqu'à ce jour, n'a aucun musée sur la colonisation française en Algérie. Et que vous me dites qu'il est nécessaire aujourd'hui, pour toutes les populations, de venir découvrir comment nos résistants ont fait face à cette colonisation atroce. Alors, par rapport au 8 mai 45, je suis arrivé à faire 12 documentaires sur l'histoire du 8 mai 45. Pourquoi? Parce que chaque année, on découvre quelque chose de nouveau. On découvre des charniers, on découvre... Donc il faut revisiter le travail que j'ai fait parce qu'il devient incomplet. Oui. Et donc, par rapport à cela, je suis arrivé aujourd'hui à 12 documentaires sur uniquement le 8 mai 45. Par rapport à La Rouate, donc, il faut dire qu'il y avait 6000 soldats français. Ils ont commencé à assiéger La Rouate le 21 novembre 1852. Et ils ont aussi bombardé à cette époque-là. Et donc le 4 décembre, c'est l'apothéose où les 3 colonnes françaises dirigées par aimable, je n'aime pas ce prénom, Pélissier, qui lui-même, en 1845, est le faiseur des enfumades de Dara, et j'ai travaillé dessus aussi. Et donc, il y avait Pélissier, il y avait ce qu'on appelait, on l'appelait Youssouf. Mais en fait, il s'appelait Joseph Vantini, italien de nom, qui a été ramené par les corsaires du bey de Tunis. Il était jusqu'en 1830 hébergé par le bey lui-même dans sa propre maison. Il s'est sauvé et il a rejoint la Légion étrangère avec les Français en 1830. Et puis le général aussi qui a perdu la vie à La Rouate. Et donc à La Rouate, les objets, la clé de La Rouate, qu'on appelle la clé de La Rouate, est insignifiante en fait. Elle est faite
par rapport à la clé d'Alger, qui est en or, qui a été faite par un orfèvre, qui est donc dans le musée des Invalides, la clé... Elle a été retirée, elle est au palais de l'Élysée, classée comme cadeau présidentiel. Oui. Alors, par rapport à ça, parce que la France a inventé des lois, et Madame Ben Brahim ils ont inventé des lois pour ne pas restituer ces objets-là. Parce que ces objets-là, les étendards des résistants, c'est rien du tout, c'est du tissu et l'autre c'est du... donc ça a été ramené en France, la clé de la Rouate a été ramenée par Pélissier lui-même, il ne la trouvait pas intéressante parce que c'était pas en or. Donc ça fait partie du pillage. Hein. Et donc ces objets deviennent un élément très symbolique pour notre pays. S'ils n'ont pas de valeur, c'est-à-dire s'ils ne sont pas monnayables, ils ont au moins ce symbolisme. Et une valeur mémorielle et historique. Et s'ils sont chez nous, si ces éléments sont chez nous, dans des musées, les nôtres bien sûr, nos enfants peuvent aller les voir. Et quand on voit, mais qu'est-ce qu'elle fait cette clé ici? C'est la clé de la Rouate. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la Rouate? Et c'est là où on apprend aussi, c'est une façon aussi d'apprendre à nos enfants. Et c'est pour cela que je parlais tout à l'heure de devoir de mémoire et de transmission. Parce que c'est des éléments qui nous permettent de transmettre une information, une information historique, tout comme pour les crânes, etc. Et pourquoi les crânes, la restitution avec ce comité, le comité de Mme Ben Brahim, restituer ces crânes, c'est parce que ces crânes-là ont des noms. Ils parlent, ils nous parlent, et ils parleront à nos enfants. Oui. Alors justement, pour qu'on rentre dans le vif du sujet, Madame Fatem Zahra Ben Brahim, Monsieur Boulbina et Ali Fettah Ayadi, vous, chers téléspectateurs, du pillage, il y a eu des vols, il y a eu, bien évidemment, la France a pillé et a spolié des biens et des vestiges. Bien sûr, on parle des armes de l'émirat d'El-Kader, on parle de ces vestiges humains, les ossements, les crânes, les étendards, les clés, mais il y a aussi une grande histoire qui nous renseigne sur la grandeur et la force de notre nation. Et on arrive justement à ces canons qui ont tout le temps protégé Alger, cette ville, cette capitale qui surplombait la Méditerranée et qui était une force navale à l'époque, avant que le récit de la colonisation française, de ces récits falsifiés, ont tout simplement dit que l'Algérie n'existait pas et qu'il n'y avait pas une culture, il n'y avait pas de civilisation. On a un témoignage d'une grande historienne spécialiste dans les questions de l'esclavage, Madame Fatem Zahra Ben Brahim, qui s'appelle Iliane Weiss et qui nous parle justement de l'importance du canon de Baba Merzouk. On regarde et on revient juste après. Par conséquent, il y a une longue tradition de représentation de la ville d'Alger sur des cartes. Cette représentation est intéressante. Elle a été réalisée par un marin anglais en 1620. Vous voyez qu'il a pris soin de représenter tous les canons autour de la ville et de ses commerces. Il les a comptés et a même précisé que dans les années 1620, 160 canons pointaient vers l'extérieur de la ville, c'est-à-dire vers la Méditerranée. Le père Fortuné était l'un des canons de la rade d'Alger qui protégeait la ville des incursions extérieures ainsi que les échanges commerciaux du port. À cette époque, en 1830, il était clair que le symbolisme des canons restait très fort. La France, lors de la conquête d'Alger en 1830, a rapporté un nombre énorme de canons comme trophée de guerre. Et parmi eux, le célèbre canon connu sous le nom de la consulaire. Les Français ont rapporté des canons qui ont été exposés devant les Invalides, comme vous le voyez ici, et qui s'y trouvent encore aujourd'hui. D'autres canons ont été fondus et transformés en monuments, comme celui de la statue du duc d'Orléans, installée dans le centre d'Alger pendant la période coloniale. Mais aucun de ces monuments n'était aussi célèbre que la consulaire. Ainsi, au moment même où l'on envisageait de faire venir le canon La Consulaire à Brest, une maquette du canon a été réalisée à Toulon. Ce modèle est daté de 1829 ou 1830.
Et il est intéressant de noter qu'il s'agit là de l'un des tout premiers objets de la collection du musée de la Marine. Ce musée a été créé par le roi Charles X, le même roi à l'origine de la conquête d'Alger en 1830. La création du monument de la consulaire sur la base navale de Brest est assez intéressante, car autour de la base du nouveau monument, des bas-reliefs illustrant la manière dont la France était censée apporter la civilisation en Algérie et en Afrique ont été installés. Ainsi, le canon La Consulaire, ou Baba Merzoug, est resté un symbole puissant pour les Français et les Algériens pendant les 200 années qui ont suivi. Au cours de la Première Guerre mondiale, des coloniaux français d'Algérie ont formé un comité. Ils revendiquaient le rapatriement de la consulaire dans son foyer légitime et son retour à Alger, où le canon serait exposé pour prouver la présence coloniale de la France. Peut-être la première question, maître Fatem Zahra Benbrahim, qui nous vient à l'esprit, vous qui êtes juriste, quelqu'un qui est dans le domaine du droit, vous êtes spécialiste du droit de l'histoire. On a vu un document qui a été présenté qui nous prouve, bien sûr, d'une manière claire, nette et précise que ce canon est algérien, il a une histoire, on a des dates, parce qu'il y a des datations. On sait très très bien que la fabrique de ce genre de canon, bien avant 1542, mais on parle spécialement du canon Baba Merzoug, 1542, il a servi jusqu'à 1666, il s'est arrêté. Donc on a toutes les preuves qui nous renseignent sur, j'allais dire, l'algérianité, moi j'aime bien ce mot, de ce vestige qui témoigne encore une fois d'une civilisation, d'une force industrielle, d'un savoir-faire algérien, parce que la fonderie algérienne, elle avait un prestige. Aujourd'hui, il y a une résistance. La France s'est accaparée de cette histoire, et elle le dit, l'historienne, la France dit que comme si c'était leur canon, leur fabrique. Aujourd'hui, pourquoi on a des difficultés à rapatrier ce canon? Eh bien, avant cela, je voudrais apporter une précision. Notre comité a été créé, vous voyez, en 2011. Oui. Alors, M. Babassi était avec nous. Et c'était la première fois qu'il a rapporté son livre et qu'on a discuté sur une chaîne de télévision algérienne dans une émission très, très, très importante. Et l'Algérie avait découvert à ce moment-là, ou du moins les Algériens avaient découvert ce qui s'était passé pour Baba Merzoug et ce qui s'était passé pour les crânes. Mais à l'époque, on a tout de suite dit que si le peuple sait, il faudrait que les gouvernants le sachent aussi. Et c'est alors qu'avec tout le groupe, donc, je remets donc, le document pour que les gens puissent voir la véracité, parce que je parle toujours avec des preuves. Et nous avons eu l'intelligence, je dirais, d'écrire des courriers. Et voici les personnes destinataires. Le président Sarkozy et les membres du gouvernement français, les sénateurs et députés de France, le maire de Brest, l'amiral de Brest, les médias algériens et français. Vous voyez qu'on a vraiment internationalisé cette question. Et voici l'essentiel de la lettre. Et je suis ravi que vous nous donniez aujourd'hui l'occasion de parler de Baba Merzoug, parce que Baba Merzoug, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la vie de l'histoire de l'Algérie. Premièrement, on dit les crânes des martyrs algériens du début de la colonisation, à l'instar de la restitution des têtes maoris, parce qu'il y avait eu des têtes maoris de la Nouvelle-Zélande. Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture, a déclaré le 23 janvier 2012, lors de la restitution des têtes de Maori, voilà ce qu'il dit: nous fermons un chapitre terrible de l'histoire coloniale et nous ouvrons un nouveau chapitre de l'amitié et du respect mutuel. Je réitère cette demande aujourd'hui vis-à-vis des autorités algériennes, vis-à-vis des autorités françaises et vis-à-vis du peuple ami français. Deuxièmement,
Bebe Merzouk, le canon légendaire, cher aux Algériens, captif depuis 1833 à Brest. Leur rapatriement à la maison Algérie, tant attendu par les Algériens, honorera la France et sera un geste fort pour les relations algéro-françaises. Voilà ce que dit un ministre français. Le président Macron, lors de sa visite officielle en 2017, s'était engagé par la voix de son ambassadeur à restituer Bebe Merzouk. Et le 2 décembre 2017, Smaïn Boulblina, porte-parole du Comité national pour la restitution des crânes des Chouhada et de Bebe Merzouk, avait fait un magnifique poème que nous avons envoyé un peu partout, parlant à la place de Bebe Merzouk. Et en fin de citation, il dit « Je suis captif depuis tant d'années. Ayant été un combattant pour mon pays, je me vois prisonnier comme un assassin. Je suis un combattant et non un assassin. Je voudrais rentrer dans ma maison d'Algérie. » Et c'est une lettre qui a été publiée dans tous les organes de presse et qui a été diffusée dans toutes les institutions françaises. C'est pour dire que pour l'appartenance de ce canon, c'est tout à fait prouvé, on ne peut pas discuter d'une vérité qui a été reconnue et par le gouvernement français et par les ministres de l'époque. Et peut-être pour que nos téléspectateurs comprennent l'intégralité de cette histoire, vous parliez tout à l'heure justement du canon Bebe Merzouk en disant « je n'étais pas un assassin, j'ai été déporté de mon pays, je suis un combattant ». Vous faites référence à une histoire qui a été créée de toutes pièces par la France. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer? Parce que ce soir, beaucoup de personnes nous regardent, beaucoup de personnes nous suivent sur les réseaux, et notamment beaucoup de nos Algériens, bien sûr, installés en France, il y a notre communauté là-bas. Il faudrait que ces histoires soient connues par tout le monde. Donc, dites-nous ce qui s'est réellement passé. Merci beaucoup, parce que vous faites le porte-parole d'une voix que des oreilles honnêtes voudraient écouter. Et peut-être que des esprits malfaisants devraient réviser leur position et revenir à une logique historique honorable. Bebe Merzouk est le plus grand canon que le monde ait connu. Il défendait l'Algérie contre les assaillants. Mais pour cette partie, je préfère laisser M. Boulblina nous expliquer cela simplement. Si vous voulez me redonner la parole après que M. Boulblina vous ait donné l'historique et les caractéristiques de ce canon, je vous dirai l'option politique qui est retenue aujourd'hui par quelques Français, je dirais, malhonnêtes vis-à-vis de l'histoire. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce canon? Quelle est son histoire? Racontez-nous tout. Alors, premièrement, ce canon-là, il pèse 12 tonnes. Déjà, le hajm ntaou, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il tire des boulets à presque 5 km. Et c'est pour ça qu'à l'époque, la marine algérienne, qui était une marine la plus importante dans le sud de la Méditerranée, et c'est cette marine-là, elle a fait en sorte que tout bateau étranger, qu'il soit européen ou même américain, il payait un droit de passage pour rentrer en Méditerranée. Ça, il faut quand même le dire. Et il a fallu jusqu'à 2020 pour qu'une très haute personnalité, dont je tairai le nom, a fait les louanges de la marine algérienne. Voilà, qui a chanté les louanges de la marine algérienne. La date exacte de la fabrication de Bebe Merzouk, selon les données très actualisées, c'est-à-dire en cours, aidé par le musée de la marine d'Istanbul et le musée de l'armée d'Istanbul, et ainsi que par l'université de Genova, en Italie, par les grands experts et tout ça. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore la date exacte de la fabrication. Pour rester, disons, dans le domaine de l'histoire vraie, comme nos amis Saïd et Maître Ben Braham l'ont soulevé à plusieurs reprises. La vérité historique. Et donc, il a été placé
il y avait 4 îles. Donc, l'amirauté avait 4 îles. Et Baba Merzoug a été placé sur l'îlot nord. Pourquoi l'îlot nord, comme le disait Maître Ben Braham? Parce que simplement, c'est en face, en direction du nord. Là, on est du côté de Bab el-Oued. Exactement. C'est-à-dire là, en direction de Bab el-Oued, en direction aussi de Pointe-Pescate. Voilà. Pourquoi? Parce que tout navire ennemi qui allait rentrer dans la baie d'Alger, il est signalé par Borj de Ben, Borj de Ben, Pointe-Pescate. Pointe-Pescate, c'est Pointa Pescados, la pointe le hout. Pescados, c'est le poisson. Donc, Borj de Ben, lui, il tirait un boulet pour avertir l'amirauté qu'il y a un bateau qui vient du nord. Et vous savez que l'ouverture de la baie d'Alger, c'est 15 km. Donc, s'il passait dans les 5 km, il est cuit. Parce que ce canon-là, il était manœuvré par des maîtres canonniers. La portée de notre canon. La portée de notre canon, c'est 4875 mètres. C'est 5 km, hein, à l'époque. Absolument. Jamais on avait une force pareille. À l'époque, ça relève d'un. Et puis, les techniciens, ce n'était pas n'importe quel technicien, c'est-à-dire les Topji. Les Topji, c'est les canonniers. Lui, il est manœuvré par les bêches Topji, c'est-à-dire c'est un grade vraiment supérieur, parce que c'est un canon exceptionnel. Donc il était là-bas. Et ensuite, vu l'évolution de la technologie des canons, la technologie des canons, elle a commencé à évoluer à partir de 1520. Donc à partir de 1520, le Baba Merzoug n'était plus au niveau technologique, ce qui fait que quand même il a duré jusqu'à 1666. Et c'est grâce aux travaux de Atman Miftah, qui est actuellement directeur, à qui il faut rendre hommage, qui est directeur de l'Institut d'archéologie de Bouzaria, qui a fait des études et qu'on a pu, donc Maître Ben Braham et moi-même, dater la fin de la phase opérationnelle de Baba Merzoug à 1666. C'est là où, comme le disait Maître Ben Braham, c'est là où il a été mis en exposition, parce qu'il est devenu un monument en 1666. Donc il a été mis sous la voûte. D'accord. Donc il a été déplacé. Il a été déplacé parce qu'il n'exerçait plus. C'est-à-dire qu'il y a une vérité historique. On a des preuves, et on a fait des travaux, des preuves tangibles, concrètes et absolument, qu'à partir au plus tard 1666, le canon Baba Merzoug n'a pas tiré un boulet. Donc il était exposé. Il est devenu même un marabout. Canou Isoro. Et qui Isoro, surtout les femmes, et tout à l'heure, elle en parlera. Donc, il était là. Les délégations étrangères venaient voir ce grand canon. Ce qui fait que de 1666 à 1830, il n'a pas tiré un seul boulet. Et là, on arrive donc à l'invasion française. Et là commence l'histoire telle qu'elle est connue au niveau international de Baba Merzoug. Si vous voulez, j'en parle, ou là, on y revient. Bien sûr que c'est très passionnant ce que vous dites. J'aimerais arriver à la partie où, quand les Français, finalement, ont spolié ce canon, il y a eu des gravures qui ont été effacées, il y a eu des écriteaux qui ont été effacés, qui prouvaient, bien évidemment, que ce canon venait du savoir-faire algérien, que c'était la fabrique algérienne. Et puis, une autre symbolique, peut-être Madame Fatem Zahra Boumram est impatiente de nous en parler, c'est cette symbolique du globe qui est placée complètement dans la bouche du canon, dominé par un coq français, quelque part pour peut-être voler même cette technologie, on peut parler de technologie de l'époque, c'est vrai, et ce savoir-faire algérien, et cela attribué à Brest. Alors, si vous voulez, en 2 mots, je termine par l'invasion. Donc, les Français sont rentrés le 5 juillet à 11h du matin. L'armée de terre, elle est rentrée par Bab Jdid. Ça, c'est historique, il n'y a rien à discuter parce qu'il y a beaucoup de choses. Voilà. La marine n'a été autorisée à débarquer qu'à 14h.
Oui. Donc, l'amiral Duperré était à l'amirauté avec d'ores et déjà le directeur du port de l'Orme, qui a été nommé, et il est tombé en extase. Chef Baba Merzouk d'Er. Il est devenu fou. C'est pas possible, il n'a jamais vu un canon aussi important. Et il a décidé, le jour même, de le prendre. Finalement, il a été pris le 6 août 1830. Le 6 août, il a été embarqué en direction de Toulon. À Toulon, il est resté jusqu'en 1833. Et à partir du 27 juillet 1833, il a été érigé à Brest. Et là, je laisse Maître Benbra. Alors, ce qui serait intéressant... Je voulais juste, pour ne pas oublier, je voulais rendre hommage à un monsieur, bien sûr, Belkacem Babassi, chercheur, écrivain algérien, qui nous a quittés le 10 septembre 2019. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour justement mettre en avant cette histoire et dépoussiérer bien sûr l'histoire et permettre à ce canon Baba Merzouk d'avoir une seconde vie peut-être, ou une troisième ou quatrième vie, en tout cas qui existe en 2025. Et nous en parlons ce soir, et beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants et beaucoup d'Algériens et peut-être même de l'autre partie de la Méditerranée sont curieux de connaître la grande histoire de notre nation. Et c'est lui qui nous a fait connaître. C'est le premier Algérien qui a médiatisé Baba Merzouk. Il faut rendre hommage à Belkacem Babassi. Et à toutes les personnes qui ont participé à cette grande aventure de la mémoire. D'ailleurs, on s'était organisé en comité. Moi, sincèrement, Belkacem était là. Oui, il était avec nous. Smaïn était avec moi. J'ai dit non, c'est pas moi qui préside. C'est toi qui préside. Tu as écrit un livre magnifique qui avait été déposé au niveau de la présidence. Et le président de la République offrait pour chaque président visiteur de notre pays un livre de Babassi sur Baba Merzouk, le livre Baba Merzouk. Et il a refusé. Il m'a dit non, c'est toi qui présides. Et donc j'ai accepté. Mais je dis toujours que c'était le président d'honneur et tout l'honneur lui revient. Un autre honneur doit lui revenir. Vous savez que c'est lui qui a détecté le process de fabrication de ce canon énorme. Des années après, on trouve des croquis, mais ils ne répondent pas à la nature matérielle du canon de Baba Merzouk. Mais si vous lisez le livre, il vous explique comment le processus a été fait. Alors je voudrais ajouter quelque chose. Le point sur lequel vous deviez rebondir tout à l'heure. Alors, après ce qu'a dit Smaïn, effectivement, 1666, le canon n'était plus du tout fonctionnel. Mais il était intact. Rappelez-vous du mot intact parce que nous allons y revenir. Et voilà ce qui est arrivé. Il a été délogé, puisque ça n'était plus une arme, il a été délogé de Borj Sardine, je vous ai montré tout à l'heure, et il a été placé ici. La voûte. Là, c'est la voûte. Vous voyez donc la voûte, combien elle est longue. Elle est énorme en longueur. Eh bien, c'est là qu'il a été déposé. Et vous voyez ici le bout de son nez qui est là, sous la voûte. Ceci est un schéma, un dessin, et ceci est une réalité de la voûte. C'est une reproduction. Donc, depuis 1666, Baba Merzouk était une pièce utilisé tout simplement pour des visites. Alors je vais vous expliquer que les Algériens n'ont jamais oublié Baba Merzouk. Il était le protecteur d'Alger à travers la mer. Aucune embarcation n'a pu accéder à Alger. Donc c'était un bon souverain de la mer. Et quand il a cessé de travailler, les Algériens ne l'ont jamais oublié. Alors les femmes allaient, il y a un petit mausolée qui s'appelle Sidi Brahim. Les gens partaient et prenaient une petite bouteille d'huile d'olive. Elles allaient quand leur mari prenait la mer, corsaire ou tout ce que vous voulez, quand ils prenaient la mer, les jeunes fiancées, les jeunes épouses, les mamans, les grands-mères, les belles-mères accompagnaient les filles jusqu'au niveau du port, parce qu'on est exactement au niveau du port. Si on fait un pas de plus, on tombe dans l'eau. Et là, les femmes
jetait de l'huile dans la mer. Pourquoi? C'est tout simplement, elle faisait un vœu, évidemment, à Dieu et à Sidi Ibrahim. De protéger les époux, de protéger les frères, les enfants qui partent prendre la mer. Exactement. Faites cette mer comme si elle était constituée d'huile et faites glisser les bateaux de nos maris et faites-les revenir en bonne santé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les enfants, chez nous, étaient baptisés, l'âge maximal, c'était 7 ans. Et donc, quand les enfants étaient baptisés, on les prenait pour faire 7 tours autour de Sidi Baba Merzouk. Ça, c'est la légende. Maintenant, vous m'avez posé une question très sensée, et peut-être c'est le cœur même de la question. Pourquoi Baba Merzouk a eu ce sort? Duperrey, quand il a pris, il ne savait pas du tout ce qu'avait fait Baba Merzouk ou ce qu'il n'avait pas fait. Parce que depuis 1666, entre 1666 et 1830, eh bien, il y a des lustres quand même. C'est sa beauté, sa grandeur, sa technicité qui l'ont attiré. Et donc, pour lui, je n'ai pas pu prendre le trésor qu'avait volé de Bourmont, de la Casbah et d'Alger, eh bien, je prendrai quelque chose. Il a pris Baba Merzouk, mais il a pris 32 autres pièces que nous sommes en train de chercher encore. Il y a, pour Baba Merzouk, par exemple, au musée de Brest, au musée de l'armée, c'est le numéro 1. Donc, il y a quand même énormément de pièces. On parle de milliers de canons mais là, déjà, avec ça, présents à Alger, qui ont été... oui, ils sont aux Invalides. Tous les canons des Invalides, que tous les Français le sachent. C'est joli de se promener sur le boulevard des Invalides, mais en vous promenant sur le boulevard des Invalides, n'oubliez pas de faire une prière pour les canons d'Alger, qui ont protégé Alger et qui ont fait la grandeur de votre peuple. Donc c'est une grande partie de l'histoire en fait algérienne qui est exposée à l'insu de ceux qui viennent visiter ces jardins et ces parcs. La question, c'est quoi? Quel est le prétexte qu'ils ont utilisé? Oui. Ils l'ont appelé la consulaire. Pour dire qu'il y avait un consul, le père Levaché, qui avait été donc attaché. Non, ils disent mieux que ça. Qu'ils ont fait passer dans le bec du canon, dans la bouche du canon, et ils ont canonné. Catapulté. Exactement, et il est mort déchiqueté. Eh bien, l'histoire ne s'écrit pas peut-être toujours, mais l'oralité est là. Regardez ce spectacle ahurissant et idiot. Il s'agit d'un petit canon. Effectivement, il y a eu un cap comme ça, mais pas pour le père Levaché. Un petit canon, c'était une autre histoire, et ils ont donc déchiqueté une personne. Ça, c'est le document. Maintenant, expliquez-moi techniquement, simplement. Voici la bouche de Baba Merzouk. Elle fait 32. Notre caméraman de capter l'image. Exactement. Elle fait 32,8. Tout ça, c'est le diamètre. La circonférence. Voilà. 32, le diamètre. Le diamètre. De 32,8 et ici, il est à 27 cm. La boule du canon de Baba Merzouk fait 12 kg 800. Quand nous sommes allés pour la première fois, depuis le départ de Baba Merzouk, on s'est rendu sur le port d'Alger pour faire une émission de télé pour le ministère des Moudjahidines. Moi, j'ai failli recevoir un petit boulet, je vous assure que ça fait mal. Il ne m'a pas atteint, heureusement, par maladresse. Hein. Je ne suis pas dans la marine. Vous êtes bien épargné. Mais c'est des boulets énormes. Alors, expliquez-moi, peuple algérien, peuple français, peuple du monde, comment peut-on faire passer un homme à travers un diamètre de 32,8 cm. Voici un mensonge que la France devrait rectifier rapidement possible. 32,8, c'est la bouche évasée. Mais l'âme, ce qu'on appelle l'âme, c'est 27 cm. Ici, c'est la bouche. Ici, c'est les 32,8 cm, n'est-ce pas, de diamètre. Et ici, c'est les 27. Alors qu'on m'explique comment on peut faire passer un homme comme ça. Là, elle est plus claire. Vous voyez, 32,8, 27 cm. Donc, ce qui prouve que cette histoire est un mensonge. Mais ils s'en sont saisis. Pour dire quoi? Pour dire que ce canon est un assassin. Et il sera puni chez nous, jugé jusqu'à la fin des temps, pour qu'il ne revienne jamais en Algérie,
Et effectivement, c'est le plus vieux prévenu du monde. C'est le plus vieux prisonnier du monde. Alors, Boulbina, qui connaît les mathématiques mieux que moi, ça fait combien d'années qu'il est prisonnier? 195 ans. 195 ans. Maintenant, c'est le plus ancien on arrive à ça. Algérien du monde. Alors, on arrive à ça. Oui. Regardez bien ce qu'ils en ont fait. Et essayons d'expliquer la symbolique. D'abord, ils l'ont pris, et ils l'ont mis dans le sens de la longueur. Alors que l'honneur d'un canon, c'est d'être à l'horizontale. Ça, c'est la première erreur. Deuxièmement, cette bouche qui a craché tant de boulets, qui a détruit tant de flottes, qui a fait la grandeur de l'Algérie, eh bien, on va lui mettre un globe. Ils l'ont obstrué. Oui, bien sûr, mais c'est tout symbolique, c'est très réfléchi. C'est très réfléchi. Alors, ils lui ont mis un globe. Et sur le globe, il y a un coq. Qu'est-ce que ça représente? Le coq, c'est le symbole de la France. Oui, absolument. Le globe, c'est les continents qui ont été, ou les pays qui ont été colonisés. C'est l'empire colonial. Alors, toi, Baba Merzouk, qui nous a repoussés, nous te fermons la bouche à travers ce globe. Et nous marquons notre suprématie avec le symbole de Mais ce qui est encore plus grave, et j'en finirai sur ça, vous voyez qu'il y a trois plaques. Ce sont des plaques de marbre qui ont été placées sur le socle sur lequel a été posé Baba Merzouk. Allons-y pour la première. La première représente une femme qui apporte la lumière. Voilà la civilisation dont il parle tant. La civilisation sur un esclave qui est par terre, qui est sous un palmier. Donc nous sommes bien dans le sud, Africa, qui est dans un palmier. Elle lui apporte un livre pour l'émanciper, mais ce livre veut dire également le livre de la religion chrétienne. Donc voilà, et il lui montre, et il a un ordre qu'il lui donne, c'est-à-dire tu es dorénavant mon esclave. Ça, c'est la première plaque. Et vous voyez que cet esclave, enfin cet homme est noir, sans habit. Ils veulent nous faire croire que nous étions des sauvages et qu'ils sont venus pour nous maîtriser, pour nous civiliser, etc. Le deuxième, vous allez voir, c'est toutes les armes françaises avec les feuilles de laurier, qui sont la gloire de la France, évidemment, plus la roue qui représente les canons tirés par les roues françaises et qu'ils ont utilisées en Algérie. Et nous avons ici un symbole de la mer, c'est-à-dire nous allons devenir les maîtres de la mer. Nous avons plusieurs drapeaux enchevêtrés et nous avons des trompettes pour sonner la gloire de la France. Voilà l'histoire de Baba Merzouk. Je reviendrai sur le père Levaché en un mot tout à l'heure pour apporter la preuve mensongère. Si vous voulez que je vous le dise, alors je vais le dire et je vais me taire. On arrive à la fin de l'émission déjà. Le père Levaché. Nous avons dit que le canon de Baba Merzouk s'est arrêté de travailler, d'être utile en 1666. Mais le père Levaché, il est mort quand, Bousmina? Le 28 juillet 1683. 1683. Ça veut dire que c'est 23 ans après. Ce qui rend impossible, pour un homme qui a une logique, pour un gouvernement qui a une logique, impossible de tuer un homme qui est venu tant d'années après la mise en utilisation, la fonctionnalité du canon du canon de Baba Merzouk. Mais ce point-là, nous l'avons vérifié. Nous avons quand même été plus loin. Nous avons écrit partout. Le Vatican, nous avn'y écrit partout. Il n'y a nulle trace dans aucun écrit religieux ou historique qui précise que Levaché a été tué par... Et celui qui a succédé Levaché, 2 années après, il reconnaît et il dit « Levaché est mort il y a 2 ans avant que je ne vienne ». Donc la vérité, elle est entièrement ici. Que nous reste-t-il? Il nous reste simplement à nous adresser au gouvernement français dans sa totalité, au peuple français pour leur dire on vous a menti, au peuple algérien pour leur dire la vérité est là, à l'État algérien de s'adjoindre à notre demande, puisque lorsque nous avons écrit, on nous a dit aucune demande n'a été présentée par le gouvernement français. Je remercie Stora
qui est notre ami, qui a repris dans son rapport toutes les bagarres que nous avons faites depuis des années, eh bien, Stora est très clair. Il dit qu'il va falloir restituer le canon de Baba Merzouk et peut-être ce sera la fin d'une grande dispute et le début d'une ère nouvelle. Merci beaucoup, Maître Fatem Zouhara Boumbara. Peut-être vous allez me permettre de vous proposer... On vous remercie, c'est vous qui êtes à l'honneur aujourd'hui. Merci pour ce travail que vous avez initié. Madame, merci beaucoup, mais je voulais vous proposer, vraiment, je voulais vous proposer cette séquence à vous et à nos amis téléspectateurs, à Ali Fatah Hayadi, une séquence que j'ai tirée d'un documentaire de Selem Brahimi qui s'intitule Abdelkader, l'émir Abdelkader. Et justement, pour aller dans le sens de ce que vous dites depuis tout à l'heure, depuis qu'on a commencé cette émission, dans cette déconstruction de cette thèse complètement fausse, celle de l'Algérie qui n'existait pas, l'Algérie qui n'avait pas une civilisation, l'Algérie qui n'avait pas de stratège, l'Algérie qui n'avait pas d'école, d'université, je l'ai dit tout à l'heure dans mon préambule. Alors les Français n'ont pas-ils donc vu nos écoles, nos universités, nos bibliothèques? Et je vais parler de ce qui s'est passé le 16 mai 1843, la prise de la Smala de l'émir par le duc d'Aumale, fils bien sûr de Louis-Philippe d'Orléans. Et on va écouter bien sûr de grands spécialistes, M. Ali Fatah Hayadi, qui nous parle de la grandeur de ce qui est la civilisation algérienne, comment l'émir Abdelkader a bâti et a fondé l'État algérien sur quelque chose d'incroyablement bien bâti et surtout bien élaboré. On regarde et on débriefe juste après. Abouti. Ce qu'on en sait, c'est que ça a été pendant 2 ans la capitale de l'Algérie, une capitale mobile, faite de tentes, sur une organisation et un plan assez lumineux et compliqué, donc de forme de cercles emboîtés, qui eux-mêmes étaient composés de douars, c'est-à-dire d'ensemble de tentes, qui était une assemblée, en tout cas, de l'ensemble des tribus fédérées par l'émir Abdelkader. Il a imaginé une capitale mouvante. Une capitale qui se déplace au gré des combats, qui fuyait l'ennemi en permanence. De pouvoir inventer, à son époque, une capitale avec son administration, son hôpital, son tribunal, ses écoles, sa bibliothèque. Il y avait 60 000, et on dit jusqu'à 75 000 personnes. Et une fois que le drapeau de l'émir, l'étendard de l'émir était posé, cet endroit devenait le centre du cercle. Chacun, instantanément, savait où était sa place. Le point qu'il devait occuper. Il n'y avait pas de meilleur plan pour qu'une information circule très vite sur les 20 km que représentait quand même le diamètre de la Smala. 20 km, pour qu'elle aille d'un point à un autre, il ne pouvait pas y avoir de structure urbaine plus adaptée. Après, ce qu'on a très vite découvert, c'est un millefeuille de représentation et une lecture complètement polyphonique. C'est-à-dire pour Kateb Yassine, qui fait référence dans son roman Nedjma, la Smala, pour aller vite, c'est une manifestation politique pour l'indépendance de l'Algérie qui se transforme en ville. Pour Bruno Etienne, c'est une zaouïa géante ou un schéma exotérique, un schéma religieux qui prend forme de ville. Pour un autre, c'est une ville avec au centre le livre. On vient d'entendre une magnifique phrase, M. Ali Fatah Hayadi. Kateb Yassine disait que la Smala était une manifestation politique pour la décolonisation et l'indépendance de l'Algérie. Déjà à l'époque, avec vous bien sûr, dans votre documentaire, vous avez mis le doigt sur quelque chose de très important, parce que même dans ce documentaire, on parle du centre de la Smala. Finalement, c'était le cœur de la Smala, c'était le livre, le savoir. L'Algérie était un pays de savoir, et vous, dans votre documentaire, vous avez mis le doigt encore une fois sur le vol de manuscrits, leur bien sûr destruction. Parfois ils sont brûlés, parfois ils sont volés par de simples soldats français et transportés et déportés en France. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point-là pour peut-être terminer cette émission et pouvoir peut-être se projeter sur la nouvelle thématique, parce que franchement, on voudrait bien aussi continuer sur cette lancée-là et sur ces thématiques, notamment sur les richesses et les objets qui symbolisent la grandeur de l'Algérie dans le temps.
Il faut dire d'abord que Khatib Yassine, qui vient d'être cité, a fait une conférence en 1948 sur l'émir Abdelkader à l'Opéra de Paris. Ça, c'est pour l'histoire. Comme tu le sais, j'ai fait des recherches pendant 5 ans sur l'histoire de la vie de l'émir Abdelkader. Et j'en ai tiré, j'ai pu faire 5,52 minutes sur 5,52 minutes sur l'émir Abdelkader. Et bien sûr, une grande partie a été aussi consacrée à la Smala de l'émir Abdelkader, la Smala qui était une capitale itinérante. Oui, mouvante. Oui. Au gré des batailles. Pas simplement au gré des batailles. Bon, malheureusement, en 1843, il a fallu beaucoup de... le Bugeaud, à l'époque, qui était gouverneur, avait demandé au fils du roi, à d'autres, Youssouf, etc., de chercher, de trouver la Smala et de les avoir. Et mon dernier travail, c'est sur ces prisonniers, les prisonniers de l'île Sainte-Marguerite, en face de Cannes. Ils ont été emmenés comme otages avec femmes, enfants, etc. Et il y a 600 corps d'Algériens qui sont enterrés sur cette île, l'île Sainte-Marguerite, en face de Cannes. C'est vrai. Ça, c'est... La Smala, c'est... Là aussi, il y a les manuscrits au musée le musée Condé de Chantilly, à Versailles. Il y a encore des manuscrits, des livres reliés, etc., de l'émir Abdelkader. Il faut dire aussi que l'émir Abdelkader n'était pas avec la Smala. Il était du côté de Tegdemt, qui était aussi sa capitale, qui a été brûlée. Il essayait de voir ce que faisait la Mauricière avec ses colonnes. Et donc, tout en revenant vers la Smala, il regardait et il a pleuré. Il regardait les feuilles des livres et des manuscrits emportés par le vent. Et il y a, on en retrouve jusqu'à maintenant, tous ces manuscrits, enfin tous, les manuscrits que les forces françaises de l'époque coloniale ont emmené avec eux, et on les retrouve dans les musées en France. Madame Braham, vous voulez rebondir sur cette séquence en une minute? Je voudrais ajouter en une seconde simplement. Ouais. Tout d'abord, l'État de l'émir Abdelkader, c'est le seul État mobile qui a existé à travers le monde. Donc c'est vraiment une innovation de l'émir Abdelkader, premièrement. Deuxièmement, pour revenir et mettre à l'aise nos amis français, les historiens, les politiques, etc., je voudrais leur rappeler qu'il y a eu tout un arsenal juridique qui impose aux États qui ont pris des objets d'un pays qu'ils ont colonisé, objets qu'on appelle les objets déplacés, comme c'est le cas de le canon de Baba Merzouk, les armes de l'émir, la khayma de l'émir. La loi les oblige à les restituer à l'endroit d'où ils les ont pris. Donc ils sont très à l'aise s'ils veulent respecter les lois internationales. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Boubouna, je vous laisse sur le dernier mot. Justement, il ne faut pas oublier, justement dans ce cadre, que depuis le XIIIe siècle, la France a eu des consuls en Algérie, et particulièrement à partir du XVIe siècle, on a les noms, les prénoms, les dates, etc. Et donc, il y avait un État. Et puis, il ne faut pas oublier, puisqu'il faut terminer par l'émir Abdelkader, que le lieutenant-colonel Doma, qui est devenu général, eh ben, il était consul de France auprès de l'émir Abdelkader. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je rappelle bien sûr, maître Fatem Zahra Ben Braham, vous êtes avocate et spécialiste dans le droit de l'histoire. Ce soir, vous portez encore une fois la casquette de la présidente du comité national pour la restitution du canon Baba Merzouk et les crânes des résistants. Ce soir, vous êtes accompagné du porte-parole de ce comité, j'allais dire, qui s'attelle à faire ce travail pour encore une fois, pouvoir récupérer ce symbole de l'Algérie forte, ce symbole du génie algérien. Oui, bien sûr. Pour l'histoire. Monsieur, Maître Ben Braham, c'est elle, la première, qui a lancé le slogan
Baba Merzouk n'est pas un assassin, Baba Merzouk est un combattant. Donc je lui rends hommage. Merci beaucoup, M. Bobina. Merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Je vous remercie, M. Ali Fetteh Ayadli. Vous êtes l'enfant du 21 boulevard des Martyrs. Vous êtes notre réalisateur, documentariste, quelqu'un qui a consacré beaucoup de son temps et sa carrière à la recherche, bien sûr, sur notre histoire, sur le mouvement national. Et on se souvient tous de vos documentaires, notamment sur l'émigrant de Ratel, sur Zulika Oudey, sur Fatima Bédar, sur la torture et plein d'autres, sur Enrico Mattei et sur plein d'autres. Donc on vous remercie et bravo, et nous vous félicitons pour tous les efforts que vous avez bien évidemment fournis pour justement la transmission d'histoire de notre pays. Bonne soirée sur Canal Algérie, à la semaine prochaine. Au revoir, merci à nos équipes au studio du 21 boulevard des Martyrs.